Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 12 mars 2018. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un webinaire pour la semaine, faire un briefing tout simplement de l'actualité, de ce qui s'est passé la semaine dernière et pour préparer cette nouvelle semaine. Alors avant toute chose, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous François, j'espère que vous allez bien. Luc que je salue également, Ramsey, Benjamin, Gilles qui me confirme que l'image et le son sont bons. Et bien écoutez, merci à vous Gilles et bonjour au passage. Alors, on commence sans plus attendre par le briefing de l'actualité pour cette semaine. Alors, voici les grands focus du marché. Mardi, l'IPC. Je vous rappelle qu'on a eu le rapport NFP vendredi dernier qui a certes été très bon, mais on a eu un salaire horaire moyen qui a ralenti de façon plus importante que prévu. Donc, la précédente publication, c'était une hausse de 2,7% du salaire horaire moyen. Le consensus prévoyait 2,9 la précédente publication. Le consensus prévoyait 2,8 et on a finalement eu une publication, un salaire qui a progressé de 2,6%. Donc en clair, qu'est-ce que ça voulait dire ce ralentissement? Eh bien, potentiellement des pressions inflationnistes qui vont diminuer, en tout cas venant des salaires. Donc cette inflation qui sera publiée mardi et qui est pour le mois de février, eh bien sera particulièrement importante parce qu'elle pourrait eh bien venir infirmer l'application du salaire horaire moyen qui a ralenti, ou alors elle pourrait confirmer, et dans ce cas-là, on aurait un ralentissement de l'inflation, ce qui ne serait pas une bonne chose pour le dollar. Donc, la publication de demain de l'IPC sera particulièrement importante. Nous aurons également le budget du printemps en anglais, c'est tout simplement le budget pour le semestre à venir jusqu'à l'automne prochain pour le gouvernement du Royaume-Uni. Mercredi, le rapport mensuel de l'OPEP, les ventes au détail américaines. Jeudi, le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie. La décision de la taux de la BNS, bon, je l'ai mis parce que c'est la décision des taux parmi les devises majeures, mais statu quo attendu, bref, baisse du franc suisse. Et vendredi, les quatre sorcières, donc expiration des contrats à terme et des options sur indices et actions. Donc en clair, volatilité attendue à la fermeture des marchés vendredi. Voilà donc pour le briefing de la semaine pour les grands focus. Au niveau de ce matin, on a un yen et un gold qui sont à l'équilibre, le Nikkei et le Hang Seng qui progressent. Donc on a clairement de l'appétit pour risque, qui s'est créé la semaine dernière à la suite de l'annonce de Donald Trump excusez-moi, pour que le Mexique et le Canada ne soient pas contraints des taxes douanières sur leurs exportations d'aluminium et d'acier vers les États-Unis. Voilà, donc on a eu cet appétit pour risque, on a que le marché a anticipé quelque chose de un peu plus sévère. Et au niveau du calendrier de la journée, honnêtement, c'est assez calme. 19h, déclaration du budget mensuel des États-Unis. Et à part cela, nous n'avons rien d'autre, sur les marchés. Voilà, donc on passe tout de suite à l'analyse technique. Bonjour à tous, bonjour Loïc, bonjour Catherine, un objectif sur le DAX, c'est parti, donc on va voir ça dans un petit instant. Franck, Jean-Yves que je salue, voilà, bien le bonjour à vous tous. Donc, point sur le dollar qui, vous pouvez voir, a clôturé en doji un vendredi. On n'a pas réellement eu de mouvement, certes on est venu retester 90, mais au final on a clôturé en légère baisse. Ce matin, le dollar est en baisse, ce qui fait grimper l'euro. Moi ce que je pense, c'est que le dollar va consolider, va rester au-dessus de ce support, mais en dessous, je pense, des 90-30. Je pense que le point a été réalisé avant la décision de la Fed. Suite à la décision de la Fed, je pense qu'on va avoir une baisse. Pourquoi on va avoir une baisse? Eh bien, déjà parce que toutes les dernières hausses des taux de la Fed, enfin depuis le cycle de hausse des taux en décembre 2015, eh bien, le dollar est en baisse si on fait un point un mois après la hausse des taux. Donc, voilà, c'est plus facile. Enfin, en tout cas, il y a plus de probabilité statistiquement
que le dollar réagisse à la baisse plutôt qu'à la hausse. Techniquement, on peut voir que aux alentours du 21 mars, lors de la décision des taux, on va se retrouver quand même proche du haut de ce canal. Et donc techniquement, on arrive dans une zone de résistance. Donc voilà, je pense qu'on va consolider. SDXY va consolider près des niveaux actuels. Donc je pense que 90 points, ça peut être un niveau intéressant finalement à shorter. Et que le double bottom, à mon avis, ne va pas se conclure en triple bottom. Donc DXY, plutôt un avis baissier neutre pour cette semaine, consolidation. Et d'ici 2 semaines, plutôt un opinion baissier. Donc consolidation pour le DXY, ce qui veut dire consolidation pour l'euro-dollar. L'euro-dollar devrait, je pense, consolider entre les 1,23, donc ce niveau de prix actuel, et les 1,24, 1,25, tout simplement. Voilà, donc euro-dollar, consolidation. De toute façon, je pense qu'en swing, le scénario de consolidation peut se payer, enfin, peut être entre 1,2238, la borne basse, ouais, de ce range, et 1,25. Voilà, tout simplement. Tant qu'on reste dans ce range, je pense que c'est dans celui-ci qu'il faut trader ses bornes. Si on a une cassure par le haut, dans ce cas-là, on peut anticiper des stratégies acheteuses jusqu'à 1,27 et quelques. Stratégie, si on casse les 1,2230, pardon, plutôt une opinion baissière jusqu'à 1,20. Est-ce qu'il peut revenir à 1,20? Alors, moi, personnellement, je pense qu'il peut revenir à 1,20. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, on a un spread des taux allemands US près des plus hauts historiques. Ce qui veut dire que, eh bien, on a des chances que l'euro se retourne. Maintenant, voilà, c'est pas qu'avec un spread qu'on peut, je pense, se fier. En tout cas, ça alerte, ça signale, comme un petit peu une divergence du RSI, mais c'est pas simplement avec une divergence qu'on peut trader. Voilà, donc voilà, ce spread, il signale que l'euro-dollar aurait probablement atteint un point haut avant une nouvelle baisse. Donc voilà, maintenant, le signal baissier sera donné si il clôture sous les 1,2230. Mais oui, c'est possible que le cours revienne à 1,20. Maintenant, le dire avec une forte conviction, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Le GBP, toujours dans ce canal baissier. Vous voyez, donc tant qu'il se situe dans celui-ci, mais concrètement, on vient chercher cette oblique pour shorter la livre sterling. Pourquoi shorter la livre sterling? Simplement parce que les négociations, eh bien, ont pris un petit coup la semaine dernière. Il y a eu du négatif qui s'est répandu sur les marchés, étant donné que, eh bien, les deux parties ne sont pas d'accord sur eh bien, déjà la frontière irlandaise, enfin, le traité de libre-échange, qui, pour éviter des barrières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, eh bien, l'Union européenne propose d'appliquer les règles de l'UE à l'Irlande du Nord. Sauf que ça créerait, eh bien, un déséquilibre dans le Royaume-Uni, étant donné qu'il y aurait un territoire qui aurait accès au marché unique et le continent, enfin, la partie anglaise, Pays de Galles et écossaise qui n'aurait pas le droit. Donc forcément, il y aurait eh bien des déstabilisations qui seraient créées au Royaume-Uni, ce que Theresa May ne souhaite pas. Et donc cette proposition a été rejetée. Et depuis cette proposition, eh bien les négociations sont globalement au point mort, même si voilà, Bruxelles se veut optimiste et Londres également. Eh bien, pour le moment, on n'a pas réellement d'avancée finalement sur ce traité, sur les futures relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. D'ailleurs, des officiels, des officieux britanniques auraient indiqué la semaine dernière en privé qu'ils estimaient un accord trouvé pour janvier 2019, alors que l'Union européenne souhaitait pour septembre, octobre, afin de faire ratifier le texte dans les différents parlements. Donc, le GBP, plutôt une orientation neutre, baissière, sur du swing trading face au dollar. Face à l'euro, vous voyez que finalement il est sorti de ce biseau. Je pense qu'il fait un pullback. Mais vous voyez que si on prend cette oblique qui a cherché tous les points hauts depuis
mois d'octobre 2017, bien finalement le cours a été parfaitement rejeté. Et, et à l'inverse, si on prend tous les points bas, alors si on prend tous les points les plus bas, vous voyez qu'on a un objectif baissier jusqu'à à peu près 0,8850. Le NZD, donc le NZD il décolle, hein, le NZD direction 0,74, voilà, NZD USD haussier jusqu'à 0,74, tout comme la UD. La UD, je pense que voilà, ça va être qui tout double cette semaine, parce que bon, je rappelle, il y a il y a il y a Donald Trump qui a décidé la semaine dernière d'appliquer des taxes sur les importations d'aluminium et d'acier dans une dizaine de jours maintenant. Et bon, il laisse la porte ouverte à n'importe quel pays pour négocier ces nouvelles taxes. Mais concrètement, l'or qui représente également le marché des métaux, eh bien, est aussi, comment dire, plus ou moins impacté par en tout cas influencé par ces mesures. Parce que c'est tout le marché des métaux qui est sous pression. Et l'AUD ne fait pas qu'exporter de l'or, mais il exporte tout simplement des minerais. En partie de l'or, mais surtout des minerais. Donc voilà, l'AUD c'est qui tout dos. Soit il peut repartir à 0,80 et 0,8150, soit il peut continuer d'être sous pression jusqu'à 0,78. Mais techniquement, on a l'AUD qui casse, regardez, cet AUD index qui a dépassé cette moyenne mobile à 20 jours. D'un point de vue d'analyse technique, vous voyez qu'on a un rebond, deux, trois rebonds. Donc voilà, moi je pense qu'on a un potentiel haussier sur l'AUD, au moins jusqu'à cette résistance. Donc concrètement, si on devait utiliser Fibonacci, eh bien par rapport à la précédente tendance, un retracement 38, 50, 61, vous voyez que ça donne bien cette résistance à 81,50. En plus de cela, si on estime que le dollar va consolider, eh bien il y a des chances pour que la USD rebondisse. Voilà. Donc si on devait prendre précédente tendance, alors 23, 38, 50, vous voyez que ça donne un objectif vers les 0,80. Je pense que 0,80 peut être atteint sur la UD avant la décision des taux de la Fed. Voilà. Le NZD aussi qui me semble assez intéressant, vous voyez que NZD c'est pareil, hein. NZD c'est pareil, sauf que d'un point de vue technique, le seuil, eh bien c'est un petit peu moins propre. Certes, on a un rebond, vous voyez, on a une consolidation, on a un rebond, mais on n'a pas de nouveau, pas de sortie par le haut de ce range. Donc voilà, c'est haussier, mais pour le moment on reste dans un range, donc voilà, c'est que haussier sur du très court terme. Et donc c'est pour ça que je pense que le NZD-USD peut clairement chercher 0,74 sur du court terme. L'USD CHF, alors dorénavant, je pense qu'on peut s'attendre à une tendance haussière, enfin une poursuite de tendance haussière, mais avec un momentum très faible. Pourquoi? Parce que le dollar devrait être baissier, le franc suisse, le dollar devrait être, oui, légèrement haussier, consolidation légèrement haussier, et le franc suisse devrait consolider. Regardez un petit peu ce franc suisse index. Voilà, j'aime bien regarder les index parce que ça, je trouve que ça donne une valeur intrinsèque à la monnaie beaucoup plus réaliste que face à un dollar, face à l'euro ou voilà, peu importe. Je trouve que ça donne voilà quelque chose. Alors une devise en elle-même, si on la compare à rien d'autre, elle n'a pas de valeur. Une devise, ça n'a pas de valeur. Ça n'a une valeur que si on compare à une autre chose. C'est pour ça que DXY, le dollar basket, eh bien donne quand même un opinion, une valeur et une tendance assez bonne, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien les index. Et si vous regardez le franc suisse, vous voyez que le franc suisse, eh bien, on a une consolidation, finalement, depuis début 2017, pardon, depuis mi-2017, entre les 0,23 et 0,22. Voilà. Donc, donc là, on a potentiellement une consolidation, voire un rebond. Moi, ce que j'attends, vous savez, pour payer, ou en tout cas arrêter de vendre du franc suisse, c'est qu'il dépasse cette moyenne mobile à 10 périodes. 10, 20 périodes. Voilà. Pour un index, étant donné que c'est un petit peu plus long,
un indice, pardon, puisque c'est plus lent. Une moyenne mobile à 10 jours peut être l'équivalent d'une moyenne mobile à 20 sur une paire. Vous voyez? Parce que forcément, dans une paire, il y a deux devises qui viennent influencer. Ce n'est que deux, donc la paire est plus volatile. Maintenant, un indice est fait pour être moins volatile, pour donner une valeur un peu plus stable. Comme par exemple le Dow Jones. Si vous comparez le Dow Jones avec l'action Apple, bien vous constaterez que l'action Dow Jones est beaucoup moins volatile, enfin l'indice Dow Jones est beaucoup moins volatile que l'action Apple ou n'importe quelle autre action, de manière générale, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'un indice, bien ça, c'est un ensemble de valeurs. Donc finalement, il y a des équilibres, etc., etc. Bref. Donc une moyenne mobile à 10 jours, ça peut très bien faire l'affaire pour déterminer une nouvelle tendance. Parce qu'une moyenne mobile à 20 sur un indice devise, si on traite sur du court terme, je dis bien, eh bien 20, ça peut donner des scénarios un petit peu trop tardifs. Alors sur du swing moyen terme, ça peut le faire, étant donné qu'on est dans un webinaire quotidien, je pense que c'est un peu plus intéressant d'avoir un peu plus de signaux, quitte à les avoir de plus court terme, au moins on a un peu plus de signaux étant donné que voilà, on est sur un webinaire quotidien. Donc franc-suisse, vous voyez qu'il est sur support, donc consolidation. Le DXY c'est pareil mais en légère hausse, très légère, donc voilà, USD-CHF en clair, légère, je dis bien légère tendance haussière, mais je pense que voilà, de toute façon les 0,95 notre scénario a été atteint. Je pense qu'il peut venir chercher les 0,96, mais il faudra être patient. Voilà, 0,96 en attendant la fête. L'USD CAD, là par contre, étant donné qu'on a le Canada qui est exempté des tarifs douaniers, le prochain round des négociations, c'est en avril, et la prochaine décision des taux de la Banque du Canada, c'est en avril pareil. Donc là, le prochain catalyseur majeur pour le USD CAD, c'est bien la Fed, 21 mars. Et d'ici là, je pense que le CAD peut superformer. Donc, vous voyez qu'on a cette petite oblique haussière. Mais voilà, je pense que l'USD CAD peut revenir chercher les 1,27 à peu près d'ici la décision de la Fed. 1,27, voire même peut-être un 1,26, j'aimerais bien. Mais voilà, pour le moment, 1,27 sera déjà très bien. C'est quand même 115 pips depuis les prix actuels. Donc voilà, l'USD CAD plutôt un avis baissier. Et l'USD Yen, bien l'USD Yen, je m'attends à une consolidation. Certes, le Yen va sous-performer, mais étant donné que le dollar, bon, légère hausse consolidation, à mon avis, on va avoir une consolidation une très légère, voilà, un très léger rebond. Je pense qu'on peut, voilà, c'est pas tradable, donc j'estime que ça va être une consolidation plus que une tendance haussière. Voilà. Donc je pense qu'il va s'orienter légèrement à la hausse, très légèrement. C'est pour cela qu'il n'y a pas de stratégie, je pense, à avoir sur l'USD Yen, mais il devrait s'orienter vers les 108. Voilà. 108 avant la fête. On passe sur l'EuroCAD. Donc l'EuroCAD, je sais qu'il était baissier la semaine dernière. Vous voyez que le CAD, clairement, c'était la devise de la semaine dernière. Regardez, on va juste se mettre en hebdo. Vous voyez que l'USD Yen, attendez, on va mettre plutôt les indices. Voilà. Franc suisse, donc bien baissier la semaine dernière. L'AUD bien haussier. CAD hausse. Alors finalement, à mon avis, c'est l'AUD qui a bien superformé la semaine dernière. L'euro, vous voyez, on a eu un marteau. Le GBP consolidation. Le yen en baisse. Première semaine de baisse de notre yen index depuis 1, 2, 3, 4 semaines consécutives. En fait, depuis le flash crash. Depuis le flash crash, on a une hausse du yen. Et si on devait comparer avec le VIX, regardez, le VIX, c'est pareil, semaine de baisse. Le NZD hausse la semaine dernière et le dollar en baisse, me semble-t-il. Ah non, Doji. Voilà. Donc clairement, l'AUD et le CAD, c'est les deux devises qui ont été les plus haussières la semaine dernière. Voilà, c'est pour ça que l'AUD USD me semble assez intéressant sur du court terme et l'USD CAD également. Et ne pas oublier bien évidemment le CAD yen et l'AUD yen. CAD yen, AUD yen, très intéressant. Donc l'euro CAD, excusez-moi pour cette aparté.
Donc l'Eurocad, vous voyez qu'on a une semaine, on a un marteau également sur l'Eurocad. Moi je pense qu'il peut continuer à retracer jusqu'à 38,2. Je pense qu'on peut s'attendre à une super performance du CAD. Vous voyez que l'euro il consolide. Techniquement, enfin en termes de catalyseur cette semaine, nous n'en avons pas vraiment pour l'euro. Voilà. En tout cas de tête comme ça, il me semble qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Et DXY, bon, à part l'IPC, c'est pareil. Mais pour faire décoller, pour que l'euro superforme, faudrait que l'euro dollar dépasse les 1,25. Pour que l'euro dollar dépasse les 1,25, faut que le DXY casse les 88. Et pour que le DXY casse les 88, vous voyez qu'on est assez loin quand même. Je pense qu'il faut un catalyseur de taille tel que la Fed. Donc d'ici la Fed, je pense que c'est le CAD qui va superformer avec la UD, mais la UD c'est un petit peu plus instable, étant donné que il va réagir quand même particulièrement aux propos, aux prochains propos sur les taxes d'importation, tout simplement la guerre commerciale, enfin entre guillemets, hein, la guerre commerciale qui va s'installer, parce que forcément s'il y a des taxes qui sont données aux exportations chinoises ou même européennes, bien évidemment les pays ne vont pas rester les bras croisés, ils vont réagir. Donc l'AUD pourrait réagir à ces décisions. Mais bon, techniquement, si on doit se focaliser que sur l'analyse technique, eh bien l'AUD est très intéressant. Voilà. Donc l'Eurocad, excusez-moi, je fais que de basculer, mais l'Eurocad, je pense que voilà, il peut continuer à sous-performer cet euro face au dollar CAD sur du swing trading en fait en attendant la Fed. Donc 1,56 me semble envisageable. L'AUDNZD alors là c'est compliqué l'AUDNZD parce que on a l'AUD qui semble parti pour être haussier sur du swing trading d'ici on va dire enfin quand je parle de swing c'est d'ici une dizaine pour 10 jours à 2 semaines. Le NZD est très haussier mais sur l'intraday. Comme on a vu le NZD index, certes il est haussier mais il reste dans un range. Voilà, donc j'ai envie de dire soit le NZD il fait le breakout de son range et dans ce cas-là, eh bien on va avoir une balance qui va s'équilibrer et finalement la UDNZD va consolider un petit peu à l'image de ce qu'on a depuis la fin du mois de février. Vous voyez qu'on a une consolidation. Pourquoi? Parce que non seulement le franc suisse, vous voyez, est en hausse, mais également la UD. Donc finalement, c'est un petit peu comme un match de ping-pong, c'est-à-dire qu'on a une journée où c'est haussier, une autre journée où c'est baissier, etc. Où c'est baissier. Finalement, on n'a pas réellement de tendance. Vous voyez. Donc, LUDNZD, tant qu'on n'a pas de breakout, je pense que il faut s'abstenir à passer à l'achat. D'un point de vue momentum, on n'a pas de divergence, vous voyez que le momentum est à la hausse, mais également le prix. Donc voilà, tant qu'on n'a pas, je dirais, de cassure au-dessus de 1,08, ça me semble compliqué. Je dis bien compliqué, c'est possible, mais ça me semble risqué de passer à l'achat. Mais voilà, techniquement, je préférerais passer à l'achat qu'à la vente sur la UDNZD. Regardez en hebdo. Vous voyez qu'ici on prend ces obliques qui, voilà, vous voyez, 3 points de contact. On a eu un petit excès en octobre 2017. Mais voilà, concrètement, moi je pense que le cours peut rebondir, mais ça me semble assez risqué pour le dire avec certitude. En tout cas, voilà, je pense que la USD à l'achat me semble plus intéressant, le NZD USD également. Donc voilà, AUD NZD, à part si on a un breakout, je ne la trouve pas très intéressante cette paire pour le moment, je dis bien. Un mot sur la UDCAD. Alors la UDCAD, bien c'est pareil. La UDCAD, on a deux devises qui sont fortes. Comme je vous l'ai dit, la UD et le CAD, c'est les deux devises les plus haussières la semaine dernière. Néanmoins, on voit qu'on a une super performance de la UD dans le fond depuis le début du mois de février. Super performance de la UD. Donc, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là, on avait une belle divergence. On a fait une belle divergence sortie de ce canal. Alors j'essaie de repérer si on a des obliques qui viendraient jouer des rôles de résistance. Donc là, on peut peut-être en tracer une
petite qui va chercher tous les points hauts. Bon, elle est assez loin quand même. On peut tracer celle-ci également. Donc là, vu des CAD, pareil, hein, je trouve pas la paire très intéressante étant donné que le CAD se reprend, donc ça devrait faire pression sur la UD. En tout cas, la tendance elle est haussière, donc je pense qu'il faut plutôt se positionner à l'achat jusqu'à 1,02. En tout cas, vous voyez que la UD il est extrêmement fort, il superforme même le CAD. La UD CHF, regardez, il décolle. La UD Yen, il décolle. La UD NZD, bon, il a du mal parce que le NZD est assez fort en ce moment. La UD USD, il décolle, enfin, il commence à décoller. La UD CAD, il est haussier. Bref, l'AUD, je pense que c'est une devise à continuer à payer. Et face au dollar, vous voyez qu'il est un petit peu en retard. Donc, l'AUD USD peut clairement s'acheter jusqu'à, je pense, 0,80 d'ici la Fed. D'ici la Fed. Et sinon, on a l'AUD Yen ou l'AUD CHF. Mais l'AUD CHF, on l'a vu, il est sous résistance. L'AUD Yen me semble plus intéressant. Voilà, l'AUD Yen, direction 85. Ça serait bien. Et ça me semble possible. On passe sur les indices. Donc l'Eurostoxx. L'Eurostoxx qui est à la hausse, vous voyez, on a une surperformance des indices européens la semaine dernière. Les indices européens qui ont bien surperformé, on a une divergence baissière, haussière, pardon, qui avait été donnée, qui avait été signalée par Catherine dans le webinaire, il me semble. Donc voilà, que ce soit sur l'Eurostoxx ou le DAX, on a cette divergence. On a cette divergence qui est sur le point d'être validée, vous voyez, 50, ça y est. Donc il casse 50, il casse cette moyenne mobile à 20 jours. Donc là on a un signal haussier quand même. Hein. Nous avons un signal haussier direction 12006. Je dirais pour la semaine. Déjà 12006, ça serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est le précédent sommet, c'est le récent sommet de février. Donc voilà, 12600 points, premier objectif en swing. En intraday, 12500 sera une résistance quand même assez importante parce que c'est un seuil psychologique. Et le support à payer, je dirais que c'est la moyenne mobile à 20 jours. Et également, vous voyez, c'est 23% de retracement de cette tendance haussière, qui est également un prix de clôture mensuel. Donc c'est 12 400 points, ça se paye pour du court terme et du swing. Alors. Tac. Voilà. Alors j'ai une question sur l'euro CHF, je vais venir juste après, du coup à la fin du webinaire, étant donné que j'ai quand même fait 30 minutes de Forex. Je termine les indices, je passe aux matières premières, et ensuite je reprends, je répondrai à toutes les questions, toutes les nouvelles questions sur le Forex. Le CAC, bon il n'y a pas de divergence sociale sur le CAC, mais on peut voir que 5100 c'est quand même un niveau de prix très intéressant hein, sur du swing trading. Si on a un retour à ce niveau de prix, bien ça pourrait être une opportunité. En tout cas, là le cours il dépasse les 5003. Sa prochaine résistance, c'est son son récent sommet, pardon, qui est à 5380. Voilà, 5380, c'est la résistance pour la semaine. C'est l'objectif de la semaine pour le CAC. Pour l'Eurostoxx, sa résistance, c'est les 3500. Voilà. L'Italie, alors, vous voyez que le MIB, bon, eh bien, le lendemain, vous voyez que on a eu les élections encore une fois. Vous voyez que c'était pareil que l'Italie exit. Hein. Vous vous souvenez du référendum? Pour ceux qui avaient suivi le webinaire au référendum italien, vous voyez, vous vous souvenez, on avait une bougie baissière en intraday. Finalement, on a clôturé avec un marteau inversé, mais bon, c'était quand même inquiétant. Et les jours suivants, bull market. Finalement, la situation en Italie, elle n'est pas si dramatique que cela. En tout cas, c'est ce que le marché nous prouve. Voilà, c'est ce que le marché nous montre. Il n'est pas très inquiet de la situation en Italie. Donc voilà, le MIB, c'est direction 23 536, son précédent plus haut mensuel de 2015. À noter que le MIB a comblé sa baisse de 2015. À l'inverse de l'IBEX. Donc l'IBEX, bon, il est assez bas, mais on a encore cette divergence. Si on a une clôture au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on a un point d'entrée. On a un point d'entrée
Et voilà, vous savez, mon objectif pour l'année, c'est que le MIB déjà revienne à ce niveau de prix, 11 250, et ensuite 12 000. Voilà, donc depuis les prix actuels, ça fait 20%, je pense, 25. Donc là, on a 15%. Ah oui, 15% pour ce niveau à 11 140. Et pour 12 000, on a à peu près 25, quelque chose comme cela. Voilà, 23%. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc là, Ibex, il est en retard. Je pense qu'il peut clairement revenir chercher ce niveau de prix 10 000, puis 10 000, 10 500, et ensuite 11 248. Le footy. Alors le footy, alors il n'y a pas vraiment de configuration de chartiste, hein. Il n'y a pas vraiment de canal. Enfin, le canal il est assez large, mais il n'y a que 2 points de contact. Est-ce qu'on peut dire que c'est un canal? Je ne sais pas. Bon, on a une petite divergence haussière. Maintenant, voilà, le footy, je trouve pas très intéressant. Au vu de l'analyse fondamentale, ça me semble assez risqué de payer du MIB, du footy, autant payer, je sais pas moi, de l'Eurostock 50 ou du DAC ou du CAC ou du DAX. C'est beaucoup mieux. Ou alors à risque équivalent pour se positionner dans la zone euro, c'est l'IBEX, je dirais. Pas d'un point de vue macro, mais voilà, l'IBEX est quand même soutenu par les bonnes statistiques macroéconomiques européennes et surtout par l'absence du risque d'une sortie de l'Union européenne. Voilà, la Catalogne, ça semble plus beaucoup inquiéter le marché. On passe sur Wall Street. Wall Street qui clôture un nouveau sommet, enfin, au-dessus de son récent sommet. Donc, on a techniquement des nouveaux. Ah, pardon, ça c'est la bougie du dimanche. Donc, cette bougie aujourd'hui, vous voyez que on aura un gap aussi à l'ouverture des marchés. Pour ceux qui n'ont pas le futur, parce que là c'est son futur, eh bien on aura un gap haussier au-dessus du récent sommet. Au-dessus du récent sommet. Et si on clôture au-dessus du récent sommet, on a une tendance haussière. Pourquoi? Parce qu'on aura des creux et des sommets de plus en plus hauts. Voilà. Et donc la prochaine résistance objectif sera un retour à 2874. Wall Street, le dos, il est en retard, comme vous pouvez constater, donc retour à 25 824. Et le Nasdaq qui marque des nouveaux records. Ça y est. Nasdaq qui marque des nouveaux records, donc on a une période de un mois et demi où c'était un petit peu compliqué. Et ça y est, il repart le Nasdaq. Il repart. Bon là c'est l'objectif 7500 à court terme. On passe aux matières premières. Donc déjà notre objectif gaz. Gaz qui était en petite baisse en fin de semaine dernière. Bon, néanmoins la stratégie reste haussière en direction la moyenne mobile à 200 jours. L'or qui est tout, un peu comme l'euro dollar, hein, consolide entre sa ligne de coude, son double top et les 1360. Donc voilà, c'est très important l'or. Parce que s'il casse cette résistance, il casse, vous voyez, un triangle ascendant de plus de 2 ans. Normalement, un triangle ascendant, le cours le dépasse par le haut. Et c'est un signal haussier. Et si on a une hausse de l'or, vous vous doutez bien que ça va pas être une bonne chose pour le marché action parce que ça va refléter de l'aversion pour le risque. Donc, et l'objectif, vous voyez que c'est cette hauteur qu'on reporterait, ça donnerait un objectif théorique à 1361. Donc si on a une hausse de l'or, mais c'est assez, comment dire, c'est assez logique, hein. Baisse du dollar. Si le dollar baisse en dessous évolue en dessous de 88 points, l'or dépassera les 1360. Si l'or dépasse les 1360, on aura une baisse des marchés obligataires et une baisse des marchés actions. D'ailleurs, vous voyez que les marchés actions, ils sont totalement décorrélés de ces actifs historiques, comme le Bund ou le T-Note. Normalement, lorsque T-Note est baissier, lorsque T-Note baisse, on a un marché action qui est sous pression. Or, vous voyez qu'il baisse depuis 13 juillet 2016, vous voyez, depuis les records. Vous voyez, sur 10 ans, le T-Note a marqué des sommets en 2012 et en 2016, et pourtant, les marchés actions continuent à marquer de nouveaux records. Et voilà, on a une belle baisse du marché obligataire, et pourtant, les marchés actions progressent. Donc c'est un petit peu un signal d'alerte, mais bon. En tout cas, je pense que pour le marché obligataire, petit
petite parenthèse, étant donné qu'on ne regarde pas souvent, vous voyez que ici on avait une zone survendue avec une divergence. Bien là c'est pareil, zone survendue avec une divergence. Je pense qu'on va avoir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, on va avoir une consolidation, même un rebond. Le rendement du T-Note va se dégrader, pardon. Il va redevenir attractif. Là, il est aux alentours des 2,85% le 10 ans américain. Donc, si on a une hausse du prix du ticket, de l'obligation, à mon avis, on va avoir un retour du 10 ans vers les 2,60, 2,50 avant de reprendre une hausse pour le rendement et donc une baisse pour le prix. Et ce qui fera à nouveau pression sur les marchés actions. Voilà, donc l'or, très important, hein. Là, on a une consolidation. Je pense que ça va consolider jusqu'à la Fed, mais qu'ensuite, tout va dépendre du dollar, hein. Et donc, si l'or dépasse les 1360, ça sera clairement un signal de prudence sur les marchés. Et donc, à contraire, si on a une baisse, si on a une clôture en dessous, dans ce cas, ça donnerait de la marge pour les valeurs d'appétit pour le risque. Brut et Brent consolide. Voilà, pas grand chose à dire. Regardez le brut et le Brent. Bon, le brut, vous voyez que ça se paye, encore une fois, à 60 dollars. C'est ce qui avait été indiqué, il me semble, jeudi ou vendredi matin. Donc, à 60 dollars, ça se paye. C'est un seuil psychologique. Si on dépasse ce support, prochain support sera à 58. Par contre, tant que le cours se situe au-dessus de 60 dollars, le retour à 64 est envisageable. Voilà. Et donc, je reviens sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. L'euro CHF, demande Jean-Yves. Alors, l'euro CHF, c'est haussier. Maintenant, voilà, l'euro, bon, moi, je lui fais pas beaucoup confiance. Je pense qu'il a été beaucoup payé. On l'a tous vu. Certes, il est haussier. Donc, c'est pas pour autant que je vais le vendre. Mais voilà, je pense que une phase de consolidation est à s'attendre sur l'euro. Regardez l'euro index. Vous voyez, l'euro index est haussier. Lancement en hebdo. Bien finalement, on a cette oblique, on a cette divergence. Donc voilà, prudence. Prudence. En plus de cela, on atteint des résistances sur cet euro index, je dis bien. Résistance de 2010, plus haut de 2010, où le cours avait échoué en 2013. Voilà, encore une fois, je pense que l'analyse technique n'est pas en faveur d'un euro haussier pour le moment. Ou en tout cas, il y a des actifs comme, je pense, le CAD, la UD, qui sont beaucoup moins risqués d'un point de vue technique, encore une fois. Voilà, donc, et le franc suisse, à l'inverse, il est sur support, donc consolidation voire rebond à s'attendre. Donc voilà, l'euro CHF, moi je pense qu'il va consolider au niveau des prix actuels, c'est-à-dire 1,16, 1,17. C'est possible qu'on vienne chercher les 1,18, mais je pense pas qu'on va y rester très longtemps pour le moment. Le temps que l'euro respire et ensuite le cours ira probablement chercher une tendance haussière. Maintenant, la décision du taux de la BNS qui a lieu jeudi, peut-être que ça va décevoir le marché et que le franc suisse va dépasser ce support. Dans ce cas-là, l'euro CHF va mécaniquement remonter. L'euro va mécaniquement s'apprécier face au franc suisse. Et donc, il ira chercher les 1,18, voire même les 1,20 d'ici les prochaines semaines. Parce que si le franc suisse dépasse ce support qui n'a pas été cassé depuis un an, avril 2017, dans ce cas-là, eh bien, c'est une baisse très importante qu'il faudra s'attendre. Enfin, très importante. Aussi importante que ce qu'on a connu depuis un mois sur le franc suisse. Donc, vous voyez, en un mois, depuis les plus hauts, on a à peu près 380 pips. Donc, depuis les prix actuels, ça fait 1,20. Donc, vous voyez que si on casse ce support, l'euro CHF ira probablement chercher 1,20. Ou s'approcher très proche, en tout cas, d'ici un mois ou deux. Alors, crise sur acier en Europe, conséquences sur euro. Alors, plutôt conséquences mondiales. C'est pas vraiment localisé ces crises sur acier. Enfin, la crise sur les taxes sur l'acier, ça n'a pas affecté en premier l'Europe. Hein, l'Europe exporte peut-être
Je dirais peut-être 10%, représente 10% des importations d'acier aux États-Unis. Oh, d'aluminium, pardon, aux États-Unis. L'acier, j'ai pas les chiffres en tête, mais d'aluminium, c'est à peu près 10%, donc autant vous dire que c'est pas beaucoup. Mais, euh, mais donc ça va pas être localisé. Par contre, le dollar, vous savez qu'il influence sur toutes les devises majeures. Donc si le dollar est baissier, l'euro, mais également le CAD, le franc suisse, le NZD, l'AUD, ils vont être haussiers. À l'inverse, si le dollar rebondit, c'est toutes les devises qui seront sous pression. Voilà. Et donc tout va dépendre de l'escalade des tensions, enfin, l'escalade de la guerre commerciale, comment la guerre commerciale va évoluer. Mais en Europe, en euro, en soi, la crise sur acier ne va pas avoir de conséquences. Voilà. En tout cas, très 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 minime, ça va pas vraiment se voir. Alors, Catherine qui me dit, j'ai une grosse coupure internet, avez-vous parlé du DAX? Alors oui, oui, bon, j'y reviens rapidement. DAX, on a cette divergence haussière, comme vous le savez, c'est vous qui nous l'avez signalé. Donc divergence haussière, cassure la moyenne mobile à 20 jours, donc signal haussier. Pour la semaine, on a un objectif pour le DAX à 12 605. En intraday, à court terme, 12 500. Et le support qui se paye, c'est les 12 400 qui correspondent à 23% de retracement de cette tendance. Vous voyez que c'est le gris, le support gris en tiré, mais également à une clôture mensuelle. Donc 12 400, c'est un fort niveau de support qui peut se payer sur du court et moyen terme pour chercher 12 500 puis 12 600 pour la semaine. Alors on me demande les cryptos. On me demande les cryptos. Alors c'est parti pour les cryptos. Bien, les cryptos ont du mal, du mal à progresser, Donc on n'a pas eu des nouveaux plus hauts. À l'inverse, on a eu un, ouais, que finalement, on est toujours dans une tendance baissière pour le moment. Tant qu'on dépasse pas ce sommet, on a toujours des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc voilà, écoutez, pour le moment, le Bitcoin est toujours dans une tendance baissière. Toujours dans une tendance baissière. Donc là, on peut dire que voilà, le nouveau creux est ici. Et il faut toujours dépasser ce prix à 11 219, 11 600, vous voyez, pour que le Bitcoin soit inscrit dans une tendance haussière. Pour le moment, en attendant, consolidation entre le niveau, la moyenne mobile à 200 et les 11 219. Pour l'Ether, vous voyez qu'il est revenu à son plus bas de février. Bon, ça se paye. Direction les 804, puis les 975 si on a une cassure, bien évidemment. Maintenant, si on a une clôture en dessous des 695, si on a plusieurs chandeliers qui s'enchaînent sous ce support, ce sera un signal baissier direction les 500. Voilà, écoutez, pour ce point de marché, j'espère que ça aurait été clair. En résumé, l'AUD et le CAD assez intéressant, je pense, pour cette semaine, en l'absence de gros catalyseurs. Néanmoins, il faudra surveiller l'évolution d'un petit peu la guerre commerciale qui va s'installer. Et voilà, c'est un petit peu cela qu'il faut surveiller. Et à l'inverse de l'AUD et du CAD, je pense que le dollar peut se shorter. Et également le yen. Voilà. Oui, on se retrouve à 14h donc pour un webinaire spécial crypto-monnaie. 14h. Webinaire spécial crypto-monnaie. Je vous invite à vous réinscrire, étant donné que lors du premier paramétrage, j'ai fait une erreur dans le lien qui n'a pas été renouvelé. Donc il faut se réinscrire. Mais normalement c'est bon. Cette fois-ci, vous inscriverez qu'une fois et vous serez inscrit pour toutes les autres séances. Voilà. Donc je vous invite à vous réinscrire. C'est sur ce DailyFX comme vous le savez. Et voilà. Donc à tout à l'heure. Alors non, c'est pas 14h, c'est 13h. 13h, hein, heure française. Laissez-moi vous me donner un doute. Hein. Voilà, 13h heure française, spécial crypto-monnaie. Et ensuite, à 16h, avec Yoav Nizar. Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout à l'heure pour ceux que je retrouverai. Et sinon, demain, pour mon prochain point de marché.